Les Français sont plutôt restés en France ou dans une Europe proche, frontalière, et les performances ont été extrêmement dynamiques. Notre invitée dans le Grand Journal, c'est Maud Bailly. Elle est la directrice générale pour l'Europe du Sud du groupe Accor. Maud Bailly, bonsoir. Bonsoir Anne Chevrillon. Merci d'être là. Beaucoup de questions à vous poser. Évidemment, c'est comment s'est passé l'été. On en parlait là à l'instant, même si ça paraît loin. Il y avait une différence visiblement entre août et septembre, juillet et août. Et puis septembre, c'est la rentrée. Là, comment ça se passe? Vous allez nous dire ça. Peut-être d'abord un mot sur les fameuses négociations salariales, parce qu'évidemment, on sait que c'est dans l'hôtellerie et la restauration. L'UMIH a rendu ses propositions. On en parlera avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, dans la suite du Grand Journal. Mais vous êtes la grande patronne. D'accord, comment se passe ces négos? Accor Europe du Sud. Accor Europe du Sud, oui, mais comme je viens de le dire, Oui, vous n'avez pas encore pris la place de Sébastien Bazin. C'est pas le but. Les vraies négociations officielles vont commencer dans un cadre paritaire, collectif, concerté, mi-octobre. Ouais. Donc avant, les organisations professionnelles. Vous avez vu ce qu'ils ont proposé, un 13e mois. Oui. L'UMIH, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il reste d'autres partenaires. Mais il y a d'autres partenaires. Il y a le GNC, il y a le GNI, il y a le CNRTC sur la restauration. Tout le monde réfléchit. Nous aussi, on réfléchit à ce qui va faire l'attractivité du secteur, qui va bien au-delà de la rémunération. Hein. Mais encore une fois, c'est des premières propositions. Ça n'engage pas tous les acteurs. Oui, mais alors vous, Accor, qu'est-ce que vous mettez sur la table? Alors pour moi, c'est totalement réducteur et simpliste de ne penser que rémunération. Bien sûr. Ça dépend. Excusez-moi, je pense que pour le serveur, je pense que c'est pas totalement réducteur. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une réflexion qui est indispensable, nécessaire, mais non suffisante. Le serveur, il veut savoir combien il va être payé. Mais il faut aussi qu'on travaille à ses conditions de recrutement, à la qualité de ses conditions de travail. Oui, mais il faudrait d'abord qu'on parle salaire. À ses évolutions. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table? Vous voyez ce que je veux dire chez Accor? On va discuter déjà avec nos propriétaires, parce que c'est une discussion qu'on ne va pas avoir seule. On a des centaines de propriétaires sur le Hub Europe du Sud, et c'est avec eux qu'on va discuter du 13e mois, de la rémunération du travail de nuit, des conditions de travail le week-end, des coupures pour les gens en restauration. Mais ça ne peut se faire, encore une fois, que de manière concertée, collective et pareille. Non mais d'accord, mais vous savez bien que ça se passe pas comme ça, et qu'on est accord, et qu'on arrive en disant, voilà ce que nous on propose, si vous voulez, ça peut débloquer un peu les situations, quoi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous, on veut être force de proposition. Ouais, on a beaucoup écouté les gens sur le terrain, et on est convaincu, encore une fois, que les gens, ils veulent, mieux connaître le secteur de l'hôtellerie. Je pense qu'il y a un secteur qui est aussi méconnu. On a un champ des possibles. J'étais à Barcelone en début de semaine. J'ai des histoires de gens qui ont commencé stagiaires, qui ont commencé serveurs, qui sont aujourd'hui directeurs d'hôtel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même mieux faire savoir. Et puis, évidemment, on va travailler sur les conditions de vie, sur la pénibilité et la rémunération. Encore une fois, on a plein d'idées et plein de propositions, mais on va le faire main dans la main avec les pouvoirs publics. Je sais que vous recevez Elisabeth Borne juste après. Et puis les organisations, toutes les organisations professionnelles. Mais vous êtes prêts à ouvrir quand même un tout petit peu la bourse? Ce chantier doit forcément être ouvert, mais on ne peut pas réduire le sujet de l'attractivité de l'hôtellerie à la rémunération. Mais bien sûr qu'il faudra le traiter. D'accord, ok. Non, vous êtes prêts à des augmentations de salaire pour appeler un chat, quoi? On est prêt à reconsidérer le traitement des collaborateurs dans l'hôtellerie et la restauration, bien sûr. Là, vous tournez autour du pot, là. Je ne peux pas m'engager pour des gens vous, l'Europe du Sud, ça va, oui, non, mais bien sûr. Mais il y a les pouvoirs publics. On va parler des charges, de la défiscalisation. Là, ça repousse au calendrier grec. Non, c'est le PLF, c'est le projet de loi de finances. Vous avez vu que le président de la République vient de sortir le pourboire digital défiscalisé. Et ça, c'est un complément de salaire qui est essentiel dans l'attractivité de la rémunération dans l'hôtellerie. Qui paye? Dès 2022. Non. Le pourboire défiscalisé. Avant, c'était en liquide. Ça veut dire que... De toute façon, ça a échappé à l'impôt. Donc là, aujourd'hui, il est intégré. Si vous n'avez pas de monnaie... ce que vous ne voulez pas lâcher, vous, je dis Accor ou d'autres, ça veut dire que ça va être le consommateur qui va le faire. Non, parce qu'évidemment, c'est un tout. Là, je vous donnais l'exemple du pourboire défiscalisé, digitalisé, parce que c'est une avancée, c'est une demande qu'on avait remontée au pouvoir public. Et nous, mais encore une fois, je ne veux pas aller trop en avant de ce qui va être discuté. L'UMI a fait des propositions, ça n'engage pas toute la réflexion et toute la profession. Mi-octobre, vous verrez très clairement des propositions qui vont commencer à être mises sur la table. On est le 7 octobre, donc mi-octobre, c'est la semaine prochaine. 18 octobre, d'accord, ok. On voit que c'est pas simple. Elisabeth Borne, il y aura celle qu'on, je crois, mettre un peu la pression sur tout le monde et notamment sur vous, j'imagine. On est prêt à assumer et en fait, on veut y travailler. Vous avez un vrai problème de recrutement chez vous? Oui, aujourd'hui... Restauration, hôtellerie, où? Partout? Restauration, hôtellerie, partout. Et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est vraiment le constat
de la difficulté à recruter sur des métiers de passion, mais quand même exigeants, avec des contraintes d'amplitude horaire, des contraintes de pénibilité, qui nous obligent à repenser comment on va attirer les gens et comment on va les fidéliser, comment on va les garder. Donc, au-delà de la rémunération, qui est un vrai chantier à traiter avec des solutions concrètes, moi, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir réfléchir à comment on forme les gens, comment on raconte le champ des possibles dans l'hôtellerie, comment on fait témoigner des gens pour de vrai qu'on rencontre dans nos hôtels sur les évolutions de carrière, les avantages collaborateurs qu'on peut donner s'ils rejoignent Accor, les conditions de travail. C'est un chantier beaucoup plus global qui engage Accor, parce qu'il faut balayer devant sa porte, mais aussi les pouvoirs publics, les organisations professionnelles. Pourquoi les pouvoirs publics, en fait ? Parce que si on a Parce qu'on est en France, mais bon. Mais non, mais si on a des dispositifs d'allègement de charges ou de prise en charge, par exemple, d'une partie des charges, on a forcément besoin des pouvoirs publics. Bah oui, mais pourquoi ce que je veux dire, c'est pas des entreprises privées qui ont besoin, enfin, qui négocient avec des salariés et qui négocient avec des syndicats. Mais reviens à l'exemple du toujours des pouvoirs publics. Je reviens sur l'exemple du pourboire digitalisé qui est une avancée pour nous, une petite avancée parmi d'autres, mais qui était indispensable. On doit passer par les pouvoirs publics, ne serait-ce que pour valider des décisions ou des besoins. Oui, décidément, en France, on ne sortira pas du système français, je pense, en tout cas pas tout de suite. Maud Bailly, comment c'est... juste une toute petite dernière question. Il vous manque combien de personnes, par exemple, chez Accor Europe du Sud? Il vous manque combien de personnes? Alors nous, on n'a pas les chiffres sur l'Europe du Sud, mais en fait, on a constaté en gros, aujourd'hui... Si par exemple, en Ile-de-France, on a 500 postes ouverts. 500 postes à pourvoir, rien que sur l'Île-de-France. Et il y a une étude du ministère du Travail qui vient de sortir, qui fait état de 237 000 postes, vous avez vu, qui sont partis en fait du secteur, là où le secteur était plutôt très florissant et grandissait de 50 000 collaborateurs par an avant la crise du Covid. Et là, 500 postes, donc rien que pour Accor, évidemment. Comment s'est passée cette rentrée alors ? Alors l'été a été excellent, j'étais venue vous voir en juin et en fait la promesse de l'été a été meilleure que ce qu'on envisageait. L'été 2021 a été meilleur que l'été 2020 et il a dépassé à certains endroits les taux de performance d'occupation qu'on avait constatés en 2019. Tout ce qui a été destination balnéaire, montagne, les Français sont plutôt restés en France ou dans une Europe proche, frontalière, et les performances ont été extrêmement dynamiques. Et sur le mois de septembre, la bonne nouvelle, c'est deux choses. On constate une clientèle domestique loisir très forte à la faveur de l'été indien. Et puis, on a un retour du voyage d'affaires. Alors, c'est un voyage d'affaires en plus petit groupe, mais les salons sont maintenus. La Fashion Week vient de se finir à Paris. Il y avait le salon de l'automobile à Barcelone, j'y étais en début de semaine. On va avoir le Web Summit à Lisbonne en novembre. Les salons professionnels, les congrès sont maintenus. Sauf qu'on vient d'apprendre que le salon de Genève est annulé, ce qui est quand même le plus gros salon automobile. Enfin, Alors, je pense qu'on va rester dans une ère d'incertitude, il ne faut pas se mentir. Mais moi, par rapport à 2020, je constate que j'ai beaucoup moins d'annulations, le maintien de beaucoup d'événements, et donc du coup, un voyage d'affaires qui revient. On est aussi très dépendant du retour de le rétablissement des vols aériens. Aujourd'hui, on est juste à 40 ou 50%, je crois, de la capacité des vols aériens en 2019. Donc plus on va avoir des vols qui vont être desservis, plus la clientèle d'affaires va revenir. Vous disiez que l'été c'est plus combien par rapport à... Alors, on ne parle même pas de 2020, bien sûr. On est à plus 50% de niveau de réservation par rapport à 2020. D'accord. Et par rapport à 2019, qui est peut-être le meilleur étalonnage. Par rapport à 2019, on est quasiment à 80-90% du niveau de 2019. Parce que ce qui nous manque, c'est la clientèle internationale. Mais par rapport à l'année dernière, une amélioration de la performance sur les pays de l'Europe du Sud qui est très nette. Et là, la rentrée en termes de salons, voyage d'affaires, etc., vous êtes à Sur la rentrée, sur la troisième semaine de septembre, j'étais à 80% de prise de réservation par rapport à 2019. Donc ça veut dire qu'en gros, on est en train de renouer avec un niveau de voyage d'affaires qui a changé quand même, qui s'hybride, qui est un peu digitalisé, mais qui quand même revient. C'est des plus petits groupes qui viennent de moins loin, mais les gens ont quand même envie de se retrouver. Et puis, le rapport au travail a changé. Et donc les gens ont quand même envie de se retrouver, des nouvelles règles de travail sont en train d'être définies par les entreprises et on voit des séminaires revenir dans nos hôtels. Oui, avec un côté presque plus ludique qu'avant. Exactement. Ce n'est pas que des PowerPoint pendant des heures, quoi. Donc, parce que non, mais c'est vrai, je caricature un peu, mais on le sent, c'est-à-dire qu'il y a un besoin aussi de se retrouver parce que le télétravail a laissé des traces. Et donc, on a besoin de convivialité. Il y a un besoin de convivialité. Vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Et les hôtels servent à ça. On dit beaucoup qu'on va travailler de chez soi ou travailler du bureau.
Et moi, je ne crois pas. On va travailler du bureau de chez soi ou d'ailleurs. Et en fait, toutes les entreprises, on est à l'ère d'un cycle, sont en train de repenser leurs règles de travail avec les syndicats, 2-3 jours au bureau. Mais encore une fois, si ça se trouve, vous viendrez travailler, préparer vos interviews dans un hôtel, dans un lobby, avec des espaces nouveaux, repensés. Et oui, il y a des hôtels plutôt lieu de vie. Oui, mais nous, on a toujours besoin de micros et de caméras. Hein, donc, et pour préparer vos interviews. Oui, pour préparer, bien sûr, pour préparer. Tiens, juste un petit mot à propos de questions ludiques. Messi, quand il a été présenté donc au Parc des Princes, avec écrit Hall sur donc votre système de réservation, c'est votre plateforme de réservation. Accor Live Limitless, c'est le programme de fidélité qu'on a lancé en janvier 2020. Et ben là, vous avez eu. Alors j'ai vu des chiffres faramineux en disant que c'était l'équivalent d'une exposition médiatique. Je vous laisse donner votre chiffre, il sera certainement plus exact que le mien. Alors je vous confirme, en termes d'exposition médiatique, le partenariat avec le PSG, qui a été noué en fait comme l'Accor Arena lors du lancement de Hall, visait justement à propulser la marque Hall Accor Live Limitless. Là, vous avez été servi. Nouveau programme de fidélité. Donc on a eu des millions de vues, des millions de followers parce qu'on a 130 millions, moi j'avais vu, c'est ça, oui. Vues. Et en fait, il se trouve que Messi a aussi séjourné au Royal Monceau, donc qui est un hôtel du groupe Accor. Donc tout ceci contribue à une stratégie de rayonnement qu'on avait anticipée dès janvier 2020, avant la crise. Donc on est assez content aujourd'hui de voir que la stratégie de rayonnement de Hall commence à porter ses fruits. Oui, enfin, c'est surtout la Messi qui porte oui, mais PSG. La stratégie du PSG, Messi. Oui, absolument. Oui, ça joue quand même. Vous avez lancé une carte de paiement ? Oui. En quoi ça va changer peut-être notre fonctionnement par rapport à Accor ? Moi, je crois que la fidélité, elle n'est pas faite pour avoir une énième carte en plastique dans votre portefeuille. La fidélité, c'est intéressant si les gens voient, à quoi ça sert en termes de bénéfices, et deux, s'il y a une fréquence d'usage. Donc moi, ce que je vous propose, aujourd'hui, on a 68 millions de membres du programme de fidélité Hall. Donc aujourd'hui, vous utilisez votre carte de membre de programme de fidélité et vous l'utilisez pour tous vos achats. Vous ne changez pas de banque, vous gardez la carte Visa Hall et ça vous permet de cumuler des points. Et ces points, vous les utilisez pour des nuitées ou pour aller voir Messi à un match du PSG. Mais c'est une nouvelle carte par rapport à celle qu'on a. C'est une nouvelle carte. C'est une carte. Mais elle remplace, bancaire. On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. On n'a pas à se substituer, mais elle remplace. Vous n'avez pas à changer de compte. Vous avez 15 minutes pour le faire en ligne et ça vous permet de cumuler des points à chacune de vos transactions bancaires. D'accord. Et vous êtes à combien d'abonnés On est déjà à plusieurs milliers. Donc, non, mais sur Hall. On vient de lancer. On a 68 millions de membres du programme de fidélité. Donc vous voyez le potentiel pour la carte. Ouais, d'accord. Et la carte, c'est lancée partout ou c'est lancée en France d'abord ? La carte, elle commence en France avec une stratégie de déploiement dans toute l'Europe du Sud et après une stratégie monde. Ouais. Fin d'année, donc plutôt bonne, fin d'année. Oui, plutôt bonne. Merci beaucoup, Maud Bailly. Donc, Merci à vous. Vous avez retrouvé le sourire en tous les cas.